Alors, il y a 4 organisateurs, animateurs qui ont des questions, Clotilde, Benoît, Jean-Philippe et Paul. Et puis après, il y a des questions dans le chat. J'en relayerai quelques-unes, j'en ai repéré plusieurs. N'hésitez pas, si vous souhaitez, en indiquer dans le chat aussi pendant le premier round de questions. On pourra les relayer ou vous donner la parole. Clotilde, je te laisse commencer. Super, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment d'une clarté très appréciable. C'était vraiment très intéressant et ça permet vraiment d'avoir une belle perspective sur l'ensemble des aspects de la question. Moi, j'ai trouvé très intéressant l'un des fils de l'exposé où vous avez insisté sur le fait que on était en train de vivre finalement le passage d'un monde de la protection à un autre, où la personne devient le centre finalement de la protection, où l'on abandonne les mots blessants pour d'autres qui seront plus attentifs à la dignité de la personne. Et vous voyez ça finalement comme des des signes d'une évolution générale, à la fois du droit, mais plus largement de la conscience sociale. Et du coup, peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit à la toute fin de votre exposé, je me demandais si vous pouviez peut-être revenir sur la façon dont vous analysez, vous, l'effet de la Convention internationale de l'ONU sur une telle évolution, puisque ça, c'était un des points de départ de notre séminaire, c'était finalement de nous demander dans quelle mesure cette convention avait participé largement à entériner une sorte justement de passage, d'évolution. Et j'aurais été curieuse de savoir comment vous appréciez-vous ce moment. C'est pas une convention comme les autres parce que c'est pas une convention qui nous vient de l'Union européenne et on est assez peu, comment je pourrais dire, assez peu familiarisé avec des conventions internationales qui nous viennent de l'ONU et qui vont à ce point pénétrer notre code civil. Je m'explique. Généralement, quand il y a des évolutions du droit international, ces évolutions du droit international viennent moins de la convention en elle-même que de la condamnation de la France par des juges qui font évoluer les interprétations. Et là, on l'a bien vu dans cette Convention internationale du droit des personnes handicapées. La première fois que j'ai lu l'article 12 de cette CIDPH, je n'ai vu aucune contrariété avec le droit français. Mais quand j'ai entendu l'interprétation qui était celle du comité de suivi, j'ai perçu l'écart qu'il y avait entre ce qu'avaient voulu les auteurs et la manière dont ils percevaient notre droit. Alors évidemment, il y a un problème qui est double. D'abord, les mots qui sont utilisés par la Convention juridiquement sont assez flottants. On confond personnalité avec incapacité. Il n'a jamais été prévu de rogner sur la personnalité juridique. Tout ça a été extrêmement dit par Ingrid Maria notamment. D'autres points qui posaient difficulté, c'est que c'est une convention internationale sur le droit des personnes handicapées et pas les personnes protégées. Ce qui pose une autre difficulté, c'est que les personnes protégées, c'est une notion extrêmement abstraite en droit français parce que c'est porté par le principe d'égalité devant la loi. Mais la personne protégée, ça peut être aussi bien une personne handicapée, peut-être, de naissance, ça peut être aussi un grand accidenté de la vie, ça peut être aussi une personne très âgée. Bref, il y a 1000 visages derrière la personne protégée. Combien y en a-t-il derrière la personne handicapée? Vous allez me dire, il y en a peut-être autant. D'accord, mais ce n'est pas les mêmes mots. Et donc, il y a une certaine ambiguïté. Le droit des personnes handicapées et le droit des personnes protégées, eh bien, ce n'est pas les mêmes disciplines en droit. Donc, vous allez me dire, a priori, il y a une sorte de rejet, de mise à distance. Pas complètement, parce que cette Convention internationale pour les personnes handicapées, eh bien, elle a pénétré nos consciences. Et tout le travail du comité de suivi a pénétré nos consciences. Évidemment, grâce
à Benoît Hérault, à tous ceux qui l'ont entouré. Ce colloque de 2016 a été, Ingrid Maria et Muriel Rebourg le disaient, mais était pour nous un déclic. On a eu l'impression de redécouvrir notre matière parce qu'on s'est rendu compte que pour une frange de la population, eh bien, le refus de la mesure devait davantage être pris au sérieux. Et donc, ça nous a posé cette vraie question. Faut-il revoir notre droit des majeurs protégés et considérer qu'il n'y a pas de mesure sans consentement de l'intéressé? Et ça, ce n'est pas forcément un progrès, mais ça nous porte sur un vrai point, c'est la question de la contrainte. C'est une question que vous ne m'avez pas posée, en fait, Clotilde, mais peut-être qu'elle apparaît là-dedans quand vous avez employé le mot de, je ne sais plus quel est le substantif que vous avez utilisé, mais vous avez parlé de social. C'est que derrière le droit des majeurs protégés, le civiliste ne le voit pas comme ça, mais c'est un droit de la contrainte. Et donc, ce sont des questions que j'ai posées, moi, dans le groupe Anne Caron d'Église. Quelle est la part de contrainte dans notre droit des majeurs protégés? Et j'avoue qu'il faudrait qu'ici, le droit avance moins masqué. Parce que je vous ai fait, en quelque sorte, l'apologie d'un droit qui respecte la personne, respecte sa volonté. Mais je n'ai pas mis assez en évidence peut-être les frictions, c'est-à-dire toutes ces décisions qui sont imposées à l'intéressé contre lui-même. Et c'est sur ce point que la CIDPH nous a fait progresser. C'est cette frange de mesures qui ne correspond pas à toutes les mesures, mais 5, 6, peut-être 12% des mesures qui font l'objet de frictions, qui font l'objet de refus. Comment c'est vécu? C'est parfois vécu par la main levée de la mesure. On a des arrêts assez curieux d'ailleurs, mais où ça n'apparaît pas franchement, des personnes hyper violentes, dont les juges ont peur, dont les MJPM ont peur, et dont on va décider de la main levée de la mesure parce que c'est impossible de la mettre en œuvre contre le refus. Donc ça, c'est une vraie question. C'est sur cette frange de personnes, comment finalement mettre en œuvre une mesure contre le refus de l'intéressé. Voilà. Jusqu'où doit-on aller dans ce refus? Voilà. Ça, c'est véritablement, je pense, un point de progression. Plutôt que de vouloir tout réformer, je pense qu'il aurait fallu mettre des dispositions propres à ce cas particulier. Et c'est là que j'ai regretté, mais j'ai vu qu'avec Anne Caron d'Église, quand j'avais posé la question, j'ai eu 3 fois une fin de me recevoir en me disant que ma question n'était pas dans le débat, ou on m'a dit de manière plus élégante que ce n'était pas le moment. Mais vous voyez, il y a un article 428 du Code civil qui nous dit que si on peut ouvrir une autre mesure moins contraignante, faisons-le. Moi, j'ai toujours posé la question, mais moins contraignante pour qui? Moins contraignante pour le majeur ou moins contraignante pour la personne en charge de la mesure? Donc, la vraie question, c'est ça. C'est, peut-on protéger par la contrainte ou est-ce que la protection passe nécessairement par l'adhésion? Et là c'est un champ de recherche qui s'ouvre. Merci beaucoup, Gilles, pour la densité de ton exposé. Je redis quelques mots pour dire combien on est heureux de commencer la discussion avec des invités avec toi. Pour nous, la discussion interdisciplinaire, elle est évidemment précieuse. On sait que souvent, elle est affichée, mais difficile à mettre en œuvre. Depuis quelques années, le compagnonnage qu'on a avec toi, il nous permet précisément de faire discuter des univers, la fac de droit civil, la fac de sociologie et peut-être d'autres qui sont quand même à l'opposé du spectre social. Et je crois que cette interdisciplinarité et ce dialogue qu'on a avec toi, il est vraiment très précieux et très riche. Je vais prolonger la discussion amenée par Clotilde et puis effectivement par le thème de la séance sur ta réception de la Convention, en la prenant un petit peu différemment. Je crois que l'insistance, on partage complètement et on apprend de ton souci de dire toute la richesse du droit civil historique, tout ce qu'il peut nous apporter pour se projeter vers l'avenir.
Et dans le même temps, j'ai parfois l'impression aussi en t'écoutant que pour comprendre toute la finesse de ce droit civil et notamment de cette loi de 2007, il faut justement être très expert en droit. Il faut aller dans des textes qui sont lointains dans le Code civil, qui sont complexes. Et je me demande si le geste proposé par la Convention, c'est pas aussi un geste de dire ces enjeux de basculement, de changement, d'une meilleure prise en compte de la personne, de sa dignité, de sa volonté, ça mérite d'être affiché de manière plus forte pour permettre un changement dans les représentations. Ces représentations que tu as évoquées au début sont souvent très à l'arrière des dispositions civilistes. Alors, on le sait, hein, par la comparaison internationale, d'autres pays qui ne sont pas de tradition civiliste ont décidé de complètement nettoyer leur rapport au droit des incapacités et donner des principes un peu directeurs très forts. Est-ce que pour toi, cette question se pose dans le contexte français? Est-ce que c'est possible de penser un tel nettoyage ou présentation différente des principes pour un civiliste? Voilà, j'ai envie de te poser une question de politique du civiliste, hein, au regard de la manière dont on peut recevoir la Convention. En t'écoutant, Benoît, je me dis que en 2017, en ayant écouté Catalina, c'était bien cela. Fallait-il abroger la loi de 2007, quoi. J'ai déjà senti ça, moi, c'était ma grande peur en l'écoutant, c'est abroger la loi de 2007, renoncer à tous nos droits civils. Hein. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas si ce droit finalement n'est pas si bien appliqué? J'entends ce que tu me dis. Il y a beaucoup de politesse dans ce que tu me dis, mais je vois que derrière la politesse, il y a aussi de l'incompréhension. C'est que c'est un beau droit, c'est un droit très respectueux, très humain, mais c'est aussi le bras de la contrainte et le bras de l'exclusion pour un certain nombre de personnes, et qu'on n'a souvent pas le temps, parce que ça prend beaucoup de temps et de moyens, que de le mettre en œuvre. Alors, pourquoi finalement ne pas l'abandonner? Alors, je n'ai pas cité les Romains, hein, je n'ai pas cité les romanistes, mais il faut savoir que à travers les siècles, eh bien, nous avons vécu en fait des périodes d'avancée puis des grandes périodes de recul. Et donc, la vraie question serait: est-ce que cette Convention internationale du droit des personnes handicapées, si elle nous porte à l'abandon de ce régime civiliste qui est peut-être trop fin et peut-être si peu appliqué, si peu effectif, est-ce que cet abandon est un recul ou un progrès? Voilà. Et beaucoup de civilistes vont dire que ça sera vécu comme un déclin, comme un retour en arrière, un peu à l'état de nature, extrêmement libéral, où il y aura plus d'abus de faiblesse. Tu vois, c'est pour ça que là, on pourrait reprendre la question du mariage, la question du droit de vote. Sans doute, beaucoup d'entre vous ont-ils applaudi des deux mains qu'une personne puisse se marier seule sans autorisation du juge? Sont-ils beaucoup d'entre vous ont applaudi des deux mains qu'une personne puisse voter seule sans que jamais un juge puisse lui retirer son droit de vote? Mais ça veut donc dire qu'en amont, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de filtre. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe si en aval, il y a un abus? En fait, la vraie question, c'est: ça ne serait pas grave si en aval, il y avait une véritable protection de l'abus. Mais je ne suis pas sûr qu'en aval, il y en ait une qui soit efficace. J'ai vu passer, moi, un certain nombre de réactions sur le rôle du procureur de la République. Je ne suis pas sûr du tout que le procureur de la République, dont on a tant voulu qu'il intervienne en 2007, ait accepté de le faire. En 2019, il a même reculé. Je ne suis pas sûr du tout que toutes les sanctions pénales puissent avoir lieu.
La question des abus de faiblesse sont extrêmement rares. Le prochain colloque que j'organise, et qui n'aura peut-être pas lieu avant 2021, c'est le majeur protégé et le droit pénal. Le cas où il est auteur d'infraction, mais le cas aussi il est victime. Je pense, moi, à toutes les personnes là, qui ne sont pas du tout en capacité, enfin en aptitude d'imprimer une autorisation de sortie et qui vont peut-être être verbalisées, être contrevenues parce qu'elles n'ont pas ces autorisations de sortie. Voilà, je ne suis pas sûr que finalement la liberté, ça soit un grand progrès. Cet article 12, c'est un texte très libéral, très libertaire, et qui finalement réduit la protection juridique à un accompagnement social. Alors, voilà, j'ai envie de faire confiance, mais Benoît, je ne sais pas, dis-moi. Je me permets de réinsister sur ma question pour la prendre vraiment dans une perspective de, comment dire, de ton expertise à proximité des producteurs de la loi. Tu sais aussi les complexités de faire bouger des dispositions, et notamment celles du Code civil. Pour autant, on a des exemples. Alors là, je reviens à l'exemple québécois. Au moment où ils ont refondu le Code civil, ils ont réordonné un ordre de leurs principes en l'actualisant. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des dispositions par rapport aux enjeux de protection des personnes, d'interprétation des volontés, qui ne mériteraient pas de rentrer beaucoup plus en amont dans le Code civil et pour s'adresser non pas simplement aux personnes protégées par le juge à travers une décision contrainte, mais faire un impact fort sur la régulation des vulnérabilités. Oui. En réalité, il n'y aurait pas grand-chose à faire du point de vue des textes. Hein. Il faudrait juste faire remonter cet article 459 alinéa 1er au tout début, comme un article 415. Voilà. Mais le problème, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas tant le problème de la loi, c'est le problème de son application. La plupart des difficultés viennent, à mon sens, plutôt d'une dérive dans l'application. Sur cet article 459 alinéa 1er ou alinéa 2, il faut lire les jugements. Les jugements, comment sont-ils rédigés? Comment sont rédigés les jugements? Je ne sais pas s'il y a des magistrats qui sont parmi nous autour de la table, mais prenez des jugements, puisqu'il doit y avoir des sociologues parmi vous. Prenez une centaine de jugements, faites une étude sur les jugements. Voyez le temps consacré par le juge à l'individualisation. Les juges ne font pas d'individualisation. S'il y avait une mesure contre laquelle il faudrait se battre, car j'entends bien, moi, ça m'a complètement transformé tout ce que tu fais comme travaux, et puis surtout, ce qui m'a véritablement le plus transformé, c'était quand à Paris, j'ai écouté un certain nombre de témoignages de personnes qui sont à la fois majeurs protégés et chercheurs, que vous faites écouter, enfin, auxquels vous donnez la parole. C'est comment c'est vécu la mesure. Comment c'est vécu? C'est vécu avec une telle angoisse, une telle contrainte. Comment peut-on améliorer les choses? Comment peut-on améliorer les choses? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une mesure qui est d'une grande efficacité et qui fait un mal fou en pratique, c'est la curatelle renforcée. Avec une hypocrisie sans nom, en disant « Oh, il est jeune, on ne va pas le mettre en tutelle, on va le mettre en curatelle renforcée. » Oh, la belle affaire! La curatelle renforcée, quand vous êtes avec une AH, une allocation adulte handicapé, la curatelle renforcée, c'est vécu comme une tutelle. Allez rechercher les textes qui montrent que la curatelle renforcée est une véritable curatelle plutôt qu'une tutelle quand vous vivez avec une allocation adulte handicapé. C'est extrêmement rare. Donc, moi, il y a une mesure que je n'ai toujours pas comprise, c'est celle-ci, c'est la curatelle renforcée. Il faudrait véritablement que cette curatelle renforcée, eh bien, d'abord, ça ne s'appelle plus curatelle renforcée, mais plutôt une tutelle allégée, et qu'elle soit extrêmement plus rare. Car là, tu as de la contrainte. Là, tu as de la contrainte pour éviter le surendettement. Là, tu as de la contrainte pour éviter l'expulsion de logement. Et finalement, on se sert du droit des majeurs protégés vers d'autres buts sociaux, collectifs, plutôt que la personne. Tu vois, ce n'est pas tout le droit qu'il faut réécrire. C'est simplement quelques textes qui sont l'instrument
d'une régulation sociale. Ce n'est pas toute la mesure, c'est simplement quelques textes. 472 sur la curatelle renforcée, c'est véritablement, dans sa pratique, une hypocrisie sans nom. Dans les petites juridictions, on fait de la curatelle renforcée pour éviter le surendettement des particuliers. On a une personne, une famille qui risque l'expulsion. Hop, on met une petite curatelle renforcée. Pendant un certain nombre de cas, on va pouvoir assainir la situation. Voilà. Le respect de la personne, moi je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions qui peuvent être mises plus en amont. Je ne sais pas si je réponds complètement, mais tu vois, ce qui serait bien maintenant, Benoît, c'est, j'aimerais bien travailler avec vous et avec des sociologues, c'est qu'on lise des jugements. Mais beaucoup, tu vois, qu'on en prenne, je sais pas, une centaine, 200, 300, que ça ait du poids, et qu'on voit en pratique quels sont les écarts qu'il y a entre ce qu'a voulu le juge et sur ce qui est fait en pratique. Puis d'autre part, démontrer combien le juge n'était pas assez éclairé quand il a pris ses décisions. Voilà. Je pense que là, il y a vraiment matière à torpiller de l'intérieur, si j'ose dire, la pratique. Ce n'est pas tant la loi, à mon avis, l'écart nous vient de la pratique. Merci beaucoup. Si tu veux bien, on passe la parole à Jean-Philippe et Paul, et puis après, je crois qu'il y a Paul Lou et Arnaud aussi. Jean-Philippe, peut-être pour commencer. Oui, merci. Bonjour Jean-Philippe Cobot. Merci beaucoup pour votre exposé. Je pense qu'il est très éclairant, très systématique sur toute cette évolution. Et ma question s'inscrirait un peu dans le fil de la discussion qu'il vient d'avoir avec Benoît. J'ai aussi beaucoup apprécié, parce que c'est un peu mon domaine évidemment aussi, mais la finale que vous faites sur la question de la santé, parce qu'il me semble là effectivement qu'il y a moyen de faire un rapprochement entre ce qui se joue dans la protection et ce qui devrait finalement se jouer dans la relation de soins d'une manière générale, avec une attention beaucoup plus grande au processus de l'information et du consentement et de ses finesses. Et cela me ramène à des choses que vous avez dites et qui sont tout à fait centrales et que je partage absolument. C'est d'abord la centralité de la question du jugement et donc de la question de l'application. Et il me semble qu'à cet égard-là, vous avez proposé une notion, et je voudrais vous soumettre cette hypothèse, de tersification, de tiersification, donc que vous avez assimilé effectivement à l'intervention d'un tiers dans le mécanisme, si je puis dire, de la protection. En éthique, on utilise parfois dans certains travaux la notion de tercéisation, qui n'est pas tout à fait la même, mais qui s'en rapproche quand même assez bien et qui consiste effectivement à se dire qu'il faut créer un dispositif qui permet d'une certaine manière le traitement de ce dont il s'agit autrement que de manière purement formelle. Et ça renvoie d'ailleurs à ce que vous avez dit, me semble-t-il, quant à la distinction entre le fait de signer et le fait de décider. Et donc, si vous voulez, ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il serait possible, et là je rejoins la discussion qui avait lieu avec Benoît juste avant, sans transformer nécessairement complètement l'architectonique du système de protection, mais au-delà peut-être de la tersification, d'imposer ou de permettre une tercéisation des modalités, notamment de prise de décision, qui vont au-delà de l'intervention des personnes, que ce soit le mandataire ou que ce soit le juge, mais qui permettent et qui nécessitent pour ces intervenants d'expliciter plus les voies par lesquelles ils sont passés pour arriver à la prise de décision qui se construisent en fonction des contextes des personnes et des problèmes rencontrés. Bon, voilà plus ou moins ce que je voulais vous soumettre comme réflexion. Merci beaucoup de votre écoute et puis de m'inviter à travailler cette notion de tercéisation que je ne connaissais pas du tout. Moi qui avais des scrupules à employer un mot nouveau, celui de tiersification, j'en ai beaucoup moins parce que finalement
finalement, ça pourrait s'en rapprocher. Donc, si vous pouviez m'envoyer un mail via Benoît ou Fabrice ou Clotilde sur un peu de littérature sur le sujet, ça serait volontiers. Alors, oui, en effet, je pense qu'il est fondamental de développer un cadre juridique de cette intervention du tiers. Alors, où le faire? Est-ce que c'est dans le Code civil ou est-ce que c'est dans le Code de l'action sociale et des familles? Fabrice Exil a la chance d'être dans le groupe de réflexion sur le statut du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Je pense que c'est un point capital que d'expliquer dans le Code de l'action sociale et des familles ce qu'est l'identité professionnelle d'un MJPM dans l'exercice d'un mandat. Parce que c'est ce qui va permettre de réunir tous les modes d'exercice. Qu'on soit préposé, qu'on soit individuel, qu'on soit un délégué mandataire, quand on a suivi une formation, quand on a prêté serment, qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place un mandat? Il y a évidemment sur chaque décision un cadre juridique qui doit être commun. Et je pense que sans ce rôle du tiers, c'est-à-dire, on voit bien, on a nous ce qu'on appelle le DIMN, c'est le document individuel de protection individuelle, le DIPN. On voit bien que dans ce document, le MJPM doit connaître la personne, connaître ses projets. Pourquoi c'est fondamental de connaître la personne et de se connaître ses projets? Parce qu'on ne met pas en place une mesure de protection juridique comme on gère une personne morale, une association, une société. Je dis toujours, une personne protégée, ce n'est pas une personne morale. Elle a un corps, elle souffre, elle est évidemment sensible, et puis elle a le droit de changer d'avis et d'avenir et de projet. Donc, il faut évidemment connaître la personne pour pouvoir réaliser les décisions qu'elle souhaite mettre en œuvre, ou du moins rechercher quels sont ses droits pour mieux l'en informer. Enfin, je pense qu'il y a ici, dans le Code de l'action sociale et des familles, un cadre juridique de ce tiers qui peut faire l'objet d'un consensus chez tous les MJPM. Évidemment, ça aura ce qu'on appelle un effet sur les familles, parce que les familles diront « Ah bah tiens, comment fait un professionnel? Nous, il faut qu'on puisse ne pas méconnaître cela. » Mais je pense que voilà, le code, ça serait plutôt le Code de l'action sociale et des familles, parce qu'on ne peut pas avoir, je pense, les mêmes exigences pour les familles, et puis parce que déjà, ce que l'on peut reprocher à la loi de 2007, c'est qu'elle a rendu notre droit tellement fin et elle a tellement perfectionné que finalement, elle a empêché un certain nombre de familles de devenir et de rester les acteurs de la protection juridique. Raison pour laquelle, en 2015, on a créé l'habilitation familiale, une mesure extrêmement simple, trop libérale, parce que justement, on voulait retirer un certain nombre de contraintes. Donc, vous voyez, il faut faire attention en droit quand on veut trop améliorer, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce soit une trop grosse pression sociale pour celles et ceux qui vont devoir la mettre en œuvre. Donc, il faut que cette pression puisse être finalement acceptée, enfin, acceptée peut-être pas, mais en tout cas comprise et digérée par les sujets. Donc, pour moi, c'est le Code de l'action sociale et des familles. Je ne sais pas ce que Fabrice en pense, mais… J'en pense plein de choses et je pense que cette question du lien, ce que tu disais dans ta réponse aussi précédente sur protection juridique non réduite à un accompagnement social et la différence que tu faisais très claire entre insanité et incapacité. Je pense qu'il y a plein d'enjeux là et notamment pour le statut des MJPM, d'être à cheval sur le Code civil et sur le CASF, mais y compris dans la façon de penser le métier et dans le lien à la CIDE, à la Convention internationale. Il y a un vrai sujet là à creuser probablement, parce que eux aussi, dans le champ du CASF,
et du handicap, on parle aussi de la capacité, mais en un sens complètement différent. Et donc, ne pas rabattre un champ sur l'autre et un champ notionnel sur l'autre, ça me semble important, mais ça nous emmènerait très loin. Je pense que c'est là tu ouvres avec Benoît et Jean-Philippe notamment un sujet voilà, qui pour nous va donner une voie de réflexion. Je voudrais donner la parole à Paul Véron, s'il te plaît, qui avait une question aussi. Oui. Merci Fabrice, merci Gilles de votre exposé très, très riche et qui suscite beaucoup d'interrogations et de réflexions. Alors il y aurait beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui viennent en tête, mais je vais simplement rebondir sur certains points avec certaines questions et observations. La première question, c'est peut-être que, enfin ma perception en tout cas, c'est que dans votre exposé, vous avez très peu parlé ou assez peu de la notion d'intérêt. Ou peut-être que c'était en filigrane, mais le terme est peu revenu. Et notamment, il a été question à un moment de la question de la tiercification et de cette idée que les décisions devaient, notamment, dans la mesure du possible, être le fruit de la volonté de la personne et que le rôle du tiers, c'était de faire émerger la volonté de la personne. Est-ce que malgré tout, et quand même, le droit des incapacités dans la loi, cette fois pas seulement dans les pratiques, mais le droit des incapacités et le droit des majeurs protégés ne fait quand même pas primer, et notamment dans l'article 415, la notion d'intérêt sur la notion de volonté, même si on doit rechercher l'autonomie dans la mesure du possible. Et est-ce que, in fine, est-ce que le point de départ, au fond, de l'ouverture de la mesure de protection, c'est pas le constat d'une impossibilité de la personne à pourvoir à ses intérêts. Et dans ce contexte-là, est-ce que au fond, oui, il faut rechercher la volonté de la personne, mais si c'est trop contraire à ses intérêts, on va quand même prendre la décision contre sa volonté ou l'empêcher d'agir. Bon, c'est très général comme remarque, mais je m'interrogeais sur cet aspect quand même de la lecture des textes et il me semble que malgré tout, quand même, c'est beaucoup sur ce point que la Convention est utilisée comme outil dans le cadre effectivement des contestations des mesures de décision substitutive, c'est que le droit des majeurs protégés fait primer l'intérêt sur la volonté, in fine, quand il y a conflit flagrant entre les deux, en tout cas pour comment dire, pour les organes qui sont chargés d'appliquer la loi ou pour l'entourage familial de la personne. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à propos de la distinction entre les personnes et les biens. J'ai trouvé très intéressante l'idée selon laquelle, au fond, ce qui distinguerait les deux, ce serait que très souvent, lorsque les décisions concernent la personne, on est face à des décisions irréversibles, alors que quand on est face à des décisions relatives aux biens, on est dans la sphère des actes juridiques qui sont toujours annulables, puisque les actes juridiques sont des abstractions, sont de la métaphysique finalement, et donc on peut les remettre en cause. Bon. Je voulais simplement questionner peut-être cette distinction. Est-ce que, au fond, la distinction n'est pas tant entre les personnes et les biens qu'entre les actes juridiques et les actes matériels? C'est-à-dire qu'entre l'agir juridiquement et l'agir matériellement, or les actes juridiques peuvent aussi concerner les personnes. Par exemple, vous l'avez cité, le mariage, ça relève de la sphère personnelle, on peut annuler un mariage, il y a une réversibilité. La reconnaissance d'enfant, alors il se trouve que ça rentre dans les actes strictement personnels de 458, mais la reconnaissance d'un enfant est un acte qui relève de la personne et on peut concevoir qu'on l'annule. Bon. Donc, est-ce que finalement la distinction réversible-irréversible, ce serait pas plus calé, encore qu'on pourrait peut-être creuser et discuter ça aussi, sur actes juridiques, actions matérielles, que sur les personnes et les biens? Est-ce que je poursuis sur les questions ou je vous laisse peut-être rebondir là-dessus? Oui, merci beaucoup, Paul. Je suis enchanté de vous rencontrer parce que j'ai entendu beaucoup parler de vous, mais je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Oui, pareillement, moi aussi. Alors oui, je suis passé un peu vite sur intérêt-volonté. Merci d'avoir relevé, de me permettre de préciser un peu les choses.
La loi de 2007 est, je pense, beaucoup plus fine que la lecture qu'on en fait quand on dit qu'elle fait primer l'intérêt sur la volonté. La loi de 2007 nous dit que la mesure tend à l'intérêt du majeur protégé. Et quand elle dit cela, elle dit l'intérêt du majeur protégé par rapport à d'autres intérêts. Souvent, on recherche l'intérêt par rapport à sa volonté. Mais non, c'est l'intérêt du majeur protégé par rapport à d'autres intérêts. Cette règle, elle était implicite en 68. Elle est devenue explicite en 2007. Parce qu'en 68, Carbonnier nous laissait encore dans le consensus entre l'intérêt de la famille et l'intérêt du majeur protégé. Pensez à la curatelle et la tutelle pour prodigalité, intempérance, oisiveté. Pensez à un certain nombre de mesures de protection juridique pour prendre en charge la gestion d'un héritage. C'est l'intérêt de la famille qui est rejeté maintenant. C'est l'intérêt du majeur protégé. Donc, en fait, ce qu'a fait Jean Hauser, tout simplement, mais c'est porté par un consensus de notre époque, c'est l'individualisation. Ce que Tocqueville avait déjà annoncé il y a 2 siècles, c'est que voilà, nous ne sommes plus portés vers un intérêt collectif, mais vraiment vers des intérêts individuels. Et beaucoup de familles n'acceptent pas les mesures et on ferme un peu les yeux en se posant la question comment elles font les familles pour être tuteurs ou curatrices. Moi, je le sais, j'ai beaucoup travaillé dans l'Orne, dans la Manche, puis là, je suis en Bretagne. Enfin, je rencontre quand même un certain nombre de tuteurs familiaux dans des colloques, quand c'était encore possible. Vous avez des attitudes très infantilisatrices de tuteurs familiaux. Alors, je ne dis pas tous, évidemment, ils ne sont pas tous comme ça, bien entendu. J'ai été tuteur de mon grand-père pendant 5 ans. Ce n'était pas du tout infantilisant à son égard, bien au contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, intérêt, ce n'est pas simplement en lien avec la volonté. C'est autre chose. C'est un absolu. C'est un cap. Le cap de la mesure, c'est l'intérêt. Alors, après, il y a un très beau développement parce que on m'a fait dire ce que je n'ai pas écrit. Je n'ai jamais dit que l'intérêt individuel du majeur protégé passait devant l'intérêt général. Évidemment, non. L'intérêt du majeur protégé cède devant l'intérêt général. Évidemment. Donc, il peut y avoir des cas où on impose, pour faire respecter l'intérêt général, des décisions à un majeur protégé. Alors, j'aime beaucoup, moi, les cas qui nous sont donnés par des MJPM sur des majeurs protégés qui sont des repris de justice et qui peuvent être exposés à des récidives. Moi, je pense par exemple à un cas très lourd d'un majeur protégé pédophile où le MJPM a organisé avec le juge son éloignement du domicile pour qu'il soit plus en contact avec ses enfants et qu'ils ne vivent plus à côté d'une école. Voilà. Donc là, on voit bien que par-delà la tension entre intérêt et volonté, il y a l'intérêt général et puis il y a d'autres intérêts. Mais là où vous avez complètement raison, c'est que c'est sur cet article 415 qu'on va essayer de rechercher une solution lorsque l'intérêt est contraire à la volonté. Et là où la Convention internationale du droit des personnes handicapées clairement nous fait progresser, c'est qu'elle nous dit que l'intérêt ne doit pas passer devant la volonté. Vraiment, on s'aperçoit que la Cour européenne des droits de l'homme en a quelques décisions, évidemment beaucoup de décisions du juge constitutionnel, évidemment quelques arrêts de la Cour de cassation, on en a eu un en 2020. En fait, il faut dissocier 2 choses. Il faut dissocier l'intérêt que l'on peut définir à partir de la volonté, l'intérêt que l'on peut définir par rapport à une volonté qui a été déclarée et qui ne peut plus être réitérée, et puis ces cas un peu marginaux où on va faire prévaloir l'intérêt pour neutraliser la volonté. Et là, clairement, je pense que ça nous manque d'un texte. On manque d'une règle pour dire clairement que seul le juge peut faire prévaloir l'intérêt sur la volonté. C'est là ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un dispositif qui aborde frontalement le problème de la contrainte. Que se passe-t-il quand la personne refuse sa mesure? Que se passe-t-il quand une personne
refuse telle ou telle décision et qu'on lui dit si c'est dans votre intérêt. Donc là, clairement, il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Il faut qu'il y ait un dispositif sur la contrainte. Je l'ai dit, 3 fois j'ai alerté le groupe Anne Caron-Déglise sur cette question-là. 3 fois on m'a dit Gilles, ce n'est pas le problème. Mais si c'est le problème, parce que là il y a une hypocrisie. Parce qu'en fait, là où il y a une hypocrisie, c'est qu'en fait on instrumentalise le droit des majeurs protégés clairement en pratique comme une contrainte. Souvent on m'appelle en me disant tel majeur n'arrive pas à payer son loyer, tel majeur refuse de faire telle ou telle décision, et si on le mettait en tutelle, eh bien on aurait toutes les solutions. Non, évidemment que non. Notre droit des majeurs protégés, ce n'est pas par essence un droit de la contrainte. C'est un droit du lien social pour permettre à des personnes qui ne peuvent plus s'exprimer, des personnes qui ont baissé complètement les droits et qui ne sont plus en aptitude à sauvegarder leurs intérêts. Les intérêts, c'est le passé, l'intérêt au singulier, c'est l'avenir. Comment aller dans la défense de leurs intérêts? Moi, je dis toujours à mes MJPM, quand je les ai bien formés, je vous ai formés à être de véritables défenseurs des droits. Vous êtes des défenseurs des droits, mais vous n'êtes pas là pour brimer la volonté de la personne. Mais Paul, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Il faut arrêter de cacher la poussière sous le tapis. Il faut aborder frontalement le problème de la contrainte, le problème de cette tension. Et c'est le juge de l'ordre judiciaire qui tranchera, à moins qu'on considère que le problème soit trop grand et que dans ce cas-là, on dise non, il ne faut plus de mesure parce que la Convention internationale du droit des personnes handicapées nous interdit la substitution dans ce cas-là. Ça, c'est intéressant, ça. Là, j'accepte complètement de dire oui, en effet, il y a peut-être un horizon nouveau. Merci beaucoup. Je trouve que ce point sur la contrainte que tu avais annoncé, mais que là tu as pu développer, est vraiment, vraiment important. D'autant que ce que vous avez dit là, Paul et toi, sur la volonté et l'intérêt, ça fait aussi écho à une question que Madame Siffrin-Blanc avait posée dans le chat. Donc, on considère qu'on passe sur cette question-là. Paul, je crois que tu avais d'autres éléments, mais il y a Arnaud et Paul Loup qui voudraient aussi intervenir et des questions. Oui, Gilles. Je peux juste d'une phrase répondre à la deuxième question et revenir sur la première. Dire que l'intérêt personnel pour une décision personnelle ne s'analyse pas de la même manière que l'intérêt patrimonial pour une décision patrimoniale, parce que ça va concerner les tiers. Je ne reviens pas sur matériel et juridique, parce que là, ce sont des petits écarts de langage où l'analyse de Paul me paraît presque plus rigoureuse que la mienne, et je pourrais tenter d'y revenir, mais voilà. Là, vraiment, derrière la question de l'intérêt, il y a l'approche personnelle de l'intérêt et l'approche patrimoniale de l'intérêt. Et là aussi, il faut clairement dire, est-ce que l'intérêt personnel l'emporte sur l'intérêt patrimonial? Ça, c'est une autre question importante. Arnaud? Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Je ne vais pas trop prendre longtemps la parole. Merci encore pour l'intervention qui était vraiment passionnante. Alors moi, je parle du point de vue de la psychologie sociale et j'ai trouvé vraiment l'intervention d'autant plus passionnante de ce point de vue-là. Je trouve que vous avez vraiment montré la complexité et les relations dialectiques qu'il y a et qui nous intéressent beaucoup en psychologie sociale entre le droit et le sens commun. Et là, une situation dans laquelle le droit tente de changer les pratiques de sens commun, alors que dans d'autres situations, c'est le droit qui est bousculé par le sens commun, on pourrait dire. Donc ça, c'est une première spécificité, je pense, de ce que vous présentez et de manière plus générale de ce qui est en jeu là autour de cette convention de l'ONU et de l'article 12. Et puis, vous montrez bien aussi les rapports entre l'idéal et les pratiques et les limites qu'il y a dans la pratique à mettre en pratique justement cet idéal qui est en l'occurrence dans cet article 12, mais qui est aussi dans des textes de loi que vous avez mentionnés. J'ai bien aimé là, comment vous avez commencé votre intervention en disant on est resté bloqué au Code civil de 1804 et puis qu'il y a des réactions primaires. J'ai l'impression en effet qu'il y a des choses un peu entre guillemets archaïques
dans ce que vous décrivez. Et voilà, je voulais souligner ça. J'avais une question et puis aussi une remarque. Il y a un mot aussi qui n'est pas utilisé dans le vocabulaire, assez rarement, en tout cas dans les échanges auxquels moi je participe, c'est le mot de solidarité. Le concept de solidarité, comment il est présent aussi dans toute cette réflexion. On parle d'intérêt, mais est-ce que la question de la solidarité est présente dans les représentations qui construisent ce droit et ses pratiques? Et puis, dernière chose, c'est en lien avec la tiercification. Alors, en psychologie sociale, on est, en tout cas, moi, le point de vue que je développe, cette question du tiers, elle est centrale. Hein. On ne peut pas penser l'individu sans les autres dans leur rapport au monde. Et je pense que ce que vous montrez là, c'est bien cette complexité de la vie sociale où les autres sont là. En tout cas, moi, c'est ce que je défendrais, c'est que le rapport au droit est toujours un rapport aux autres. Hein, et que là, dans ces pratiques de mise en protection, l'autre intervient d'une certaine manière et l'individu est pensé par l'autre à travers ses manques et sa vulnérabilité. Donc voilà ce que je voulais dire et puis les petites questions que je voulais poser. Merci beaucoup Arnaud pour votre petite synthèse. Je suis enchanté de vous rencontrer, hein, puisque en fait vous avez écrit avec Benoît dans le dernier ouvrage et je ne vous avais jamais vu, je ne vous avais jamais entendu, mais je vous ai lu. Alors, la réponse va être extrêmement simple à la question que vous posez sur la solidarité. J'ai évoqué juste ce nom une seule fois quand j'ai parlé du ministère de la Solidarité et de la Santé. Et vous avez complètement raison de m'interpeller sur les représentations de cette matière dans le mécanisme beaucoup plus grand de la solidarité, solidarité familiale et solidarité étatique. La réponse est à l'article 415, alinéa 4 du Code civil, où il y a le principe de prééminence familiale. D'abord, on se tourne vers la famille et ensuite, on se tourne vers l'État. Donc oui, quand vous ouvrez le vocabulaire juridique cornu, vous voyez au mot solidarité que la protection juridique des majeurs est, avec le droit des aliments, est, avec la réserve successorale, un mécanisme de solidarité familiale. Mais il y a ici une ambiguïté qui est en réalité une ambivalence, qui est en réalité une richesse, c'est que non seulement, c'est l'idée de réciprocité, non seulement le majeur protégé peut attendre de sa famille la prise en charge d'une mesure, l'alerte du juge des tutelles le plus tôt possible lorsque c'est nécessaire. Donc ici, on pourrait dire que c'est un majeur protégé qui est créancier de sa famille, de ses relations familiales, mais c'est aussi un majeur protégé qui est débiteur. Ce n'est pas parce qu'on est majeur protégé qu'on n'a plus d'obligation familiale à l'égard des siens. Et vous aviez un texte dans la loi de 68 qui a disparu, c'est de dire que le majeur protégé doit continuer à accomplir ses obligations familiales à l'égard de ses enfants ou à l'égard de ses parents qui sont dans le besoin. Et donc, c'est tout le problème que connaissent bien les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, c'est parfois les conflits sur la mise en œuvre des obligations alimentaires qui concernent un majeur protégé. Vous avez beaucoup de majeurs protégés qui disent aux tuteurs « je ne veux pas faire de procès à mes enfants pour payer la maison de retraite ». Donc ça, c'est dans l'autre cas, mais le cas où il est créancier, pas où il est débiteur. Mais vous pourriez avoir le cas inverse où il dit « je ne veux plus donner de pension alimentaire à mes enfants ». Et le MJPM qui dit « mais si, vous avez quand même des obligations à l'égard de vos enfants ». Donc oui, c'est très intéressant. Ça nous ramène à ce que Paul sous-entendait tout à l'heure sur l'intérêt du majeur protégé et l'intérêt familial. Quand on bascule vers la solidarité, il y a le premier cercle de la famille, puis il y a le cercle ensuite de la nation. Mais dans le cercle de la famille, il y a une sorte de réciprocité. Il y en a une aussi dans la nation, une réciprocité, bien sûr, mais elle est plus diluée. Voilà, j'espère que, Arnaud, j'ai répondu à votre question.
Merci. Merci beaucoup, Gilles. Il reste une question de Paul Loup, de l'Espace Éthique. Bonjour, bonjour à tous et merci encore à vous, Gilles Raoul-Cormeille, pour cette intervention. J'ai appris beaucoup de choses. Alors moi, j'aurais une question très générale sur la contrainte. On sait que, je vais partir de loin, hein, on sait que les relations sociales imposent des incapacités. Bon, il y a un article notamment que je vais citer de Marcel Mauss, 1934, Les techniques du corps, qui montre comment, au fond, il y a tout un tas d'interdictions qui règlent nos comportements dès l'enfance, des interdictions de fait, mais aussi des interdictions de droit. On ne peut pas tout faire, voilà. Je voulais vous poser la question de ce que peut le droit, de façon assez générale, contre un certain nombre d'interdictions qui nous frappent et qui sont en quelque sorte infrajuridiques, c'est-à-dire qui n'entrent pas directement dans ce que le droit peut observer. Et ma question porte notamment sur les personnes atteintes de troubles cognitifs, notamment, qui peuvent se voir frappées d'interdictions à table ou privées de parole dans le cercle familial. Que peut le droit pour ces atteintes ou contre ces atteintes aux libertés, au sens vraiment de l'absence de contrainte, s'agissant de personnes qui ne peuvent pas se mobiliser, qui ne peuvent pas signaler ces atteintes, contrairement à d'autres personnes. Alors, dans l'histoire, on peut penser à l'incapacité juridique dont ont été frappées les femmes, mais pour le coup, les femmes ont pu se mobiliser et faire valoir culturellement leurs droits. Donc, comment voyez-vous cela? Voilà, une question très générale. Je sens que derrière cette question extrêmement générale, il y a tout un soubassement théorique, et puis peut-être aussi des questions plus pointues qui mériteraient d'entrer dans le débat. C'est pareil, sur vos interdictions de fait, est-ce que vous pouvez m'en donner un peu d'autres exemples? Par exemple, prendre la parole en public, par exemple, aller faire ses courses, se déplacer, par exemple. Je pensais vraiment aux actes de la vie quotidienne ici. Qu'est-ce que je pourrais… Voilà. Bon. J'en ai pas d'autres là tout de suite, voilà, qui me viennent. D'accord, c'est parce que je pensais que sur les techniques du corps, il y avait d'autres éléments. Je me permets de rebondir vraiment sur la question de l'alimentation, parce que c'est quelque chose, par exemple, qui est présent dans les EHPAD, et effectivement, où on a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à faire valoir des droits. Oui. Oui, parce qu'on est dans une ambiance de contrainte, hein, on est dans une atmosphère de contrainte. En fait, ce n'est pas une pirouette de ma part, hein, mais j'ai l'impression d'être un peu comme Carbonnier en 68 à l'égard de la protection de la personne. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas voulu non plus entrer dans les détails de la protection de la personne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas par le droit tout régir. On ne peut pas par le droit tout régir. Jean Hauser a ajouté un certain nombre de textes sur la protection de la personne, mais pour reprendre ce que disait Paul Véron, c'est plutôt sur des actes juridiques plutôt que sur des actes matériels. Et là, en fait, on fait référence qu'à des actes matériels, cette contrainte, en fait, cette contrainte qui empêche d'être soi-même, qui empêche de faire un certain nombre de choses. Libérer les personnes protégées, libérer les personnes de toutes ces contraintes. Et je vois bien, je n'ai pas pu développer la question du statut. C'est peut-être l'effet négatif d'un statut de personne protégée, c'est qu'en fait, ça isole un peu plus, ça enferme un peu plus un statut de personne protégée,
alors qu'en réalité, c'est une carapace qui protège. Le statut, c'est un bouclier. Le statut, ce n'est pas, ce ne sont pas des chaînes. Le statut, c'est un bouclier. Et donc, en fait, je perçois par cette interrogation toute l'ambivalence d'un statut, que je comprends mieux maintenant quand j'ai lu Paul sur son intervention de la dernière fois au mois d'octobre. Le statut est parfois mal vécu, le statut de personne protégée, de statut de personne en tutelle, alors que pour moi, juriste, le fait d'être en tutelle, c'est-à-dire d'avoir le temps long de la protection du droit qui dépasse tel ou tel acte juridique, ce temps long qui permet de dire il y a un début et il y a une fin pendant lequel il y a des présomptions qui se créent. Il y a par exemple l'interruption des prescriptions, ça c'est fondamental, l'article 2235 du Code civil. Le temps ne court pas contre les personnes en tutelle. Ça, c'est un texte qu'on oublie souvent. Et donc, en fait, voilà, il y a évidemment, mais je pense que c'est plutôt dans le Code de l'action sociale et des familles qu'il va falloir mettre cela, parce qu'il y aura une vertu prophylactique à l'égard des familles. Il faut dire combien les MJPM doivent être le défenseur des droits des personnes protégées et faire en sorte aussi que celles-ci puissent exister dans leurs mesures. Alors, il faut peut-être je ne sais pas moi, des cadres, enfin, si, tout ça, ça va se faire par l'éthique et par la formation plutôt que par les textes. Rajouter des textes, ce n'est pas forcément une bonne solution, mais si un certain nombre de professionnels qui nous écoutent ou qui pourront nous réécouter, ils verront en effet qu'il peut y avoir un certain nombre d'effets pervers à l'ouverture d'une mesure de protection juridique. Mais ça joue autant, enfin, pour finir, cher monsieur, en fait, ça joue autant, je pense, pour une personne protégée qu'une personne qui ne l'est pas protégée. On peut être en EHPAD et soumis à toutes ces interdictions de fait sans avoir une mesure de protection juridique. Oui. C'est pour ça qu'il y a la question des actes matériels, en fait, et je ne joue pas seulement aux personnes protégées. Et au contraire, quand on est protégé, si j'ose dire, on a la possibilité qu'un tiers intervienne dans cette relation parfois pesante que va faire qui va être lié à l'environnement. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Alors, je suis déchiré parce que je sais que tu as des engagements cet après-midi. Il y a beaucoup de questions dans le chat. On en a abordé quelques-unes. Elles ont trouvé un écho, mais de loin pas toutes. Alors, je viens de découvrir une fonction pour les récupérer. Donc, on va aller vers la conclusion de cette séance. Mais on va essayer de récupérer ce que vous avez posté pour en faire quelque chose, le mentionner d'une façon ou d'une autre dans le compte-rendu de la séance et peut-être pour apporter des réponses à certains aspects. Gilles, je voudrais te remercier à la fois pour ton extrême compétence et pour la gentillesse et la patience avec laquelle tu as répondu aux questions. Moi, j'aurais, juste pour conclure et peut-être te donner une idée de l'endroit où m'a emmené à la fois ton exposé et les dialogues que vous avez eus ensemble, puisque le sujet porte quand même, le séminaire porte quand même sur la question du sujet de droit. Je m'interroge, et puis notamment sur la façon dont on le voit un peu philosophiquement ou théoriquement. J'ai l'impression quand même qu'il y a un certain nombre de catégories qu'on continue à utiliser. C'est pas un mal, c'est pas du tout un reproche au droit ou à quiconque, mais capacité, volonté, intérêt, sujet de droit, je trouve que ça résonne quand même dans une certaine psychologie rationnelle qui est peut-être un petit peu datée, dans une conception de la métaphysique ou de la métaphysique sociale ou de qu'est-ce que c'est qu'un individu, peut-être aussi un petit peu daté. Tu l'as dit, la société a évolué, le droit a évolué. Je me demande si peut-être que c'est pas quelque chose qui doit entrer dans le droit, mais est-ce que réfléchir en termes d'intérêt, de volonté et de sujet, par moment, ça ne nous bloque pas un petit peu? Tu as pas énormément évoqué le mandat de protection future qui me semble complètement décalé par rapport à cette conceptualisation-là, parce que ça vient d'un autre monde juridique probablement, mais plutôt que d'une volonté qui engage quand même beaucoup, avoir une volonté. Et toi, tu as utilisé le terme à plusieurs reprises, la notion d'intention.
avoir une intention. Est-ce que ça, c'est déjà pas plus réaliste? Moi, je sais pas si sur beaucoup de sujets, j'ai une volonté ou un projet. En revanche, j'ai des intentions à plus court terme sur un certain nombre de choses. Et de la même façon, sur les intérêts, j'aurais beaucoup de mal à dire quels sont mes intérêts actuellement. Par contre, je pourrais dire quelque chose probablement sur mes attachements. Sur les choses qui comptent pour moi, sur les personnes qui comptent pour moi, sur les relations qui comptent pour moi. Et donc, ça me semblerait, alors tu proposais, moi je trouve que c'est ça très intéressant, de prendre quelques centaines d'avis et les travailler, d'avis des deux juges et de les travailler. Est-ce que c'est une nouvelle psychologie rationnelle? Est-ce que c'est une nouvelle vision du sujet? Il y a une sociologie évidemment derrière, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis et de la place peut-être du mandat de protection future là-dedans. Est-ce que moi j'y sens une petite dissonance avec les concepts, les grands concepts français, volonté, capacité, intérêt. Voilà. Est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu vois aussi, peut-être pour finir, des pistes à creuser ensemble là-dessus, en complément bien sûr de ce que tu évoquais déjà? Évidemment, tout ce que tu dis, Fabrice, c'est complètement éclairant. Je partage complètement tes petits écarts, tes petits pas de côté sur tout. Je souscris à toute ta conclusion. Alors, le mandat de protection future, en effet, j'aurais dû en parler. J'aurais dû en parler parce que dans la trilogie loi, émargement, publicité et nullité, ça ne s'inscrit pas. Dans le mandat de protection future, il n'y a pas d'incapacité. Tout simplement parce que le mandat de protection future, c'est un contrat. Donc, il n'y a pas la loi, il n'y a pas de jugement, donc il ne peut pas y avoir d'incapacité. C'est un contrat qui ne fait pas l'objet d'une publicité aujourd'hui, même si on a l'article 477-1 du Code civil, il n'y a pas de décret, il n'y a aucune publicité. Et puis, si le mandataire n'a pas représenté, si c'est le mandant qui a décidé à la place du mandataire, lorsque le mandat a pris effet, il n'y a pas de nullité sur ce point. Donc, en réalité, le mandat de protection future, c'est le mariage de la carpe et du lapin, c'est le mariage du contrat et de la tutelle. C'est-à-dire qu'on a voulu prendre un peu de la tutelle et prendre un peu du contrat et créer quelque chose de complètement hybride. Et dans le Congrès des notaires, c'est marrant parce que le Congrès des notaires, le 116e, a avancé, si j'ose dire, sur les deux points. D'un côté, il souhaite que le mandat de protection future crée une incapacité, parce que sans incapacité, à mon avis, il n'y a pas de protection. Mais d'un autre côté, il veut créer une assistance à côté de la représentation. Et le vrai problème, c'est qu'il n'a pas défini ce qu'était l'assistance dans le mandat de protection future. Or, l'assistance dans le mandat de protection future peut avoir trois sens complètement différents, mais ça nous oblige à revoir complètement le dispositif. Bon, si on veut prendre de la hauteur et être bref en deux phrases, parce que le temps avance, moi je dirais que ce qu'il y a dans le mandat de protection future, c'est un changement de paradigme, où ce qu'on met en avant, c'est le pouvoir plutôt que l'incapacité. Vous avez compris dans mon exposé que le pouvoir de protection est toujours un remède à l'incapacité. Nathalie Peterka est très, très en avant sur ce point, comme Anne Caron-Déglise, c'est-à-dire qu'ils veulent véritablement un retrait des incapacités. L'incapacité générale, oui. Ça, c'est clairement, il faut faire passer l'idée qu'il n'y a plus d'incapacité générale. Ça, c'est à peu près certain, on est tous d'accord là-dessus. Plus le mot du tout, est-ce que ça sera un progrès? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la notion qui a pris le devant, c'est la notion de pouvoir, cette tiercification, ce tiers qui entre dans le lien. Ce tiers qui entre dans le lien et qui fait lien avec la société. Ce tiers, est-ce qu'il assiste? Est-ce qu'il représente? Il va falloir définir clairement s'il y a des options possibles à l'assistance, s'il y a des garanties à la représentation. On ne représente pas quelqu'un contre sa volonté. On n'assiste pas quelqu'un qui n'est pas apte à décider. Il y a clairement toute une éthique
et toutes les garanties procédurales sur l'assistance et la représentation. Il faut ensuite qu'il y ait une publicité des pouvoirs, pouvoirs contractuels, pouvoirs judiciaires. On avait travaillé avec le groupe Anne Caron d'Église, avec Jean-Marie Plazy, c'était le colloque de Bordeaux du 25 mai 2018. On était très en avance sur la publicité des pouvoirs. Il faut rendre public les pouvoirs. Il ne faut pas rendre public les incapacités, il faut rendre public les pouvoirs, même s'il s'agit de simple procuration. Et donc, il faut que le pouvoir passe devant la capacité, parce qu'en fait, le pouvoir d'assistance ou de représentation, ce n'est pas seulement pour les personnes vulnérables, c'est pour nous tous. On a tous donné des procurations. On a tous parfois même besoin, quand on est en pleine lucidité, d'être accompagné dans le processus d'une décision, parce qu'elle est grave. Donc, je pense que la question des pouvoirs et la question de comment s'est fabriquée la décision est très importante quand on veut revenir en arrière pour l'annuler. Il y a des processus de contraintes, des processus de captation de consentement qui ne sont pas seulement dans les cas des personnes protégées, qui peuvent concerner tout le monde. Donc, la traçabilité du processus décisionnel est importante et la publicité de tous les pouvoirs est, à mon avis, une avancée sociale. Voilà. Merci beaucoup. On va clore là-dessus. Merci Gilles. Ces exercices pluridisciplinaires sont à la fois enrichissants et difficiles parce qu'il ne faut pas perdre la rigueur de sa propre discipline, et je trouve que tu as remarquablement relevé le défi qui est quand même pas du tout évident de rester très rigoureux sur la discipline et en même temps d'accepter l'introduction d'autres perspectives. Merci à mes camarades, merci à vous qui étiez présents. Je vous rappelle que pour recevoir le lien Zoom, les articles, les résumés, la captation, il faut s'inscrire aux séances, il faut s'inscrire séance par séance. On sait que c'est un peu contraignant, mais c'est ce qui nous permet de vous accueillir dans les meilleures conditions. Tout ça sur la page du site de l'Espace Éthique dédié au séminaire. Merci infiniment Gilles du temps que tu nous as consacré. On en sort vraiment enrichis les uns et les autres. Et comme je vous l'ai dit, on tiendra compte des éléments que vous avez fait passer dans le chat. Merci Gilles, merci à tous. À bientôt. Et je vous remercie aussi tous de votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je suis complètement ouvert. Vous mettez mon adresse mail sur le site et puis chacun peut m'écrire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci.